Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Alors bonjour à tous et bienvenue dans Capital Humain 3.0. Alors, depuis plus de 80 ans, Duralex fait partie de notre quotidien. Un simple verre est pourtant un symbole. Symbole du savoir-faire français, de la fierté ouvrière, mais aussi d'une résilience presque légendaire. Ces dernières années, l'histoire a pourtant vacillé. Flambée des coûts énergétiques, dettes, arrêt de production, perte de repères, et pourtant, Duralex n'a pas cédé. Elle s'est réinventée. En devenant une SCOP, une entreprise reprise par ses salariés, elle a ouvert une nouvelle voie, celle d'une gouvernance partagée, où la performance industrielle se conjugue avec l'intelligence collective et le capital humain. Et dans cet épisode, nous allons explorer cette aventure à travers les regards croisés de Caroline Diard, spécialiste du management et RH responsable, et Olivier Meyer, expert en gouvernance et stratégie d'entreprise. Ensemble, nous questionnerons ce que Duralex nous enseigne, comment une marque peut traverser les crises, se réinventer et surtout comment l'humain reste la clé de toute résilience. Caroline et Olivier, merci de venir dans cet épisode et je suis ravi de vous accueillir. Merci, ravi également, Johan. Merci beaucoup, Johan, pour ton invitation. Alors, justement, nous, on se connaît bien parce qu'on a déjà fait des épisodes ensemble, mais peut-être que certains de nos auditeurs ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pourriez l'un et l'autre vous présenter brièvement pour expliquer un petit peu votre parcours et ce qui vous a mené aussi à vous intéresser à ce sujet? Je t'en prie, Caroline. Alors moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai une première partie de carrière comme praticienne RH. J'ai été DRH dans des sociétés de haute technologie, biotechnologie, industrie pharmaceutique. Et puis ensuite, j'ai pris un petit virage. Donc, j'ai fait un doctorat en sciences de gestion sur le thème de l'acceptation des technologies de contrôle par les salariés. Et puis, après ce doctorat, j'ai rejoint l'enseignement supérieur. Je suis actuellement professeure associée à TBS Éducation au département droit des affaires et management des ressources humaines. Merci Caroline. Et toi Olivier, du coup? Donc, oui, moi, je suis donc professeur des universités dans le domaine de la stratégie du management avec une spécialisation dans ce qui concerne les questions de rapprochement d'entreprises, de fusion-acquisition, de transmission de sociétés. J'enseigne à l'Université Paris-Est, Paris-Dauphine et notamment aussi à Sciences Po Paris. Et j'aime, au-delà de mes travaux de recherche, pouvoir en fait diffuser les résultats de mes travaux à travers différents médias et chroniques et tribunes. Et donc très heureux d'avoir été invité à ton émission, Johan. Eh bien, c'est un honneur aussi et en plus, bon, le sujet me parle beaucoup. En plus, c'est très emblématique de l'histoire en fait, de l'industrie française. Donc, aujourd'hui, on va rentrer vraiment dans une étude de cas. Alors, on n'a pas toujours, j'ai pas toujours l'habitude de faire ce type d'émission, mais ça m'a paru très intéressant et je vous remercie de me l'avoir proposé parce que on a besoin de comprendre ce qui se joue avec l'entreprise Duralex. C'est un vaste sujet et c'est important de comprendre ces clés pour aussi donner une ouverture et une réflexion, matière à réflexion pour peut-être d'autres patrons qui vivent aussi les mêmes choses et pour en tirer des enseignements. Et en préparant l'émission, on a vu que vous aviez un regard très éclairé sur la situation. Alors déjà, moi, la première chose que j'aimerais vous demander, c'est comment vous en êtes arrivés tous les deux à vous intéresser en fait à Duralex et notamment ce qui se jouait chez Duralex. Bon, je peux répondre et puis naturellement, Caroline complétera. Fondamentalement, avec Caroline, on est vraiment intéressé à tout ce qui concerne les liens entre gouvernance, management et capital humain et tout ce qui concerne l'adaptation
d'entreprises ou traditionnelles ou familiales face à un contexte de mondialisation et d'hypercompétition, et de voir comment ces types de sociétés peuvent faire preuve de résilience organisationnelle et s'adapter à des crises multiples, surtout lorsque, a priori, cela se finit bien. Cela nous semble pour nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, à la fois intéressant en termes d'analyse et de décryptage, mais aussi parfois aussi une source d'enseignement positif, d'espoir pour des lecteurs ou des auditeurs, pour voir comment en fait même des entreprises traditionnelles peuvent s'adapter à des nouvelles normes, à des nouvelles règles du jeu, en faisant preuve de courage, d'audace et d'inventivité. Et de ce point de vue-là, le cas Duralex nous semblait particulièrement intéressant. Alors, de mon côté, moi, c'est l'aventure humaine qui m'a intéressée, qui m'a même touchée, on va dire, et de pouvoir faire le lien entre cette aventure humaine, donc une problématique de gestion des ressources humaines, et aussi une aventure un peu juridique, parce que changer de statut juridique pour une société, prendre un statut de SCOP, c'est pas neutre. Donc ça veut dire plein de bouleversements à la fois administratifs et managériaux. Et je me suis dit que ça serait l'occasion de partager ce concept-là avec des étudiants et de faire un pont entre des cours en RH et des cours en droit des sociétés. Donc j'ai eu l'idée de formater finalement cette histoire-là pour un cas qui a été testé avec nos étudiants, Olivier et moi, et puis que nous avons ensuite proposé à la CCMP et qui maintenant a été publié, donc qui peut être utilisé aussi par d'autres collègues qui seraient soucieux en fait de montrer à quel point finalement le droit et le management sont intimement liés et peuvent cohabiter dans le cadre d'une aventure humaine qui, pour l'instant, se passe bien et on peut parler de success story à la française. Alors, merci à tous les deux pour la question du sens, parce qu'en fait, c'est ce qui fait sens pour vous. Et alors, j'aimerais enchaîner justement une question pour toi, Olivier. Comment tu expliques que Duralex, après tant de réussite, soit entré dans une spirale de crise? Quel est ton point de vue? Il faut bien comprendre que Duralex est une figure, comme on le sait, là, emblématique du patrimoine industriel français, et que cette société a finalement longtemps incarné la réussite par un savoir-faire unique dans la verrerie trempée. Et pourtant, c'est vrai que cette résilience a été mise à rude épreuve, tout d'abord par des chocs externes très sévères, Johan. On pense naturellement ici à la flambée des coûts énergétiques qui sont passés de 6 à 40% du chiffre d'affaires. Donc, on voit que ce n'est pas rien. Et l'impossibilité, c'est ça qui a posé problème, de répercuter cette hausse dans les prix et qui a conduit en fait à la situation économique de la société. Et donc, l'arrêt des fours pendant 5 mois en 2022 a engendré notamment un chômage partiel pour 250 salariés et a renforcé, disons, la vulnérabilité de l'entreprise. Et malgré un prêt d'État de plusieurs millions d'euros, Duralex a vu son chiffre d'affaires fondre de près de 15% en 2023. Et ses dettes, notamment avec une facture carbone d'environ 1,3 million d'euros, ont pesé lourd. Et donc, il y a eu, si tu veux, Johan, une sorte de cercle vicieux qui a quelque part montré, qui a justifié pour Caroline et moi cette idée de cas pédagogique, combien finalement patrimoine et tradition devaient désormais composer avec des chocs économiques et environnementaux, parfois imprévus et surtout violents. Et est-ce qu'on peut parler d'un échec de vision stratégique ou plutôt d'un problème de gouvernance? Alors, Qu'est-ce que tu c'est en ça qui penses? est intéressant dans ce cas, c'est qu'il est multidimensionnel. Il combine à la fois un manque, je pourrais dire, qualifié d'agilité stratégique face à des risques externes majeurs,
et en même temps, à l'époque, une gouvernance classique qui était peu adaptée à ces nouveaux enjeux. On retrouve là un peu ces modèles traditionnels. La direction avait prévu un plan d'investissement ambitieux de 17 millions d'euros sur 3 ans, mais finalement, malheureusement, l'environnement économique et énergétique imprévu a dépassé ces projections et souvent, d'où cette dimension de cas pédagogique, on se rend compte que les structures familiales ou traditionnelles se heurtent à leur propre inertie et donc empêchent généralement une mobilisation rapide des ressources. Et de ce point de vue-là, c'est là où la transformation en scope s'est avérée une idée à la fois audacieuse et particulièrement intéressante et efficace, puisque elle a eu pour but finalement de progressivement délester ces rigidités propres à ce modèle traditionnel en offrant aux salariés un pouvoir élargi, une plus grande autonomie de décision et d'action, et accélérant ainsi la capacité de réaction et la prise de décision collective. Et c'est vrai que c'est un exemple clair où stratégie et gouvernance doivent évoluer ensemble pour surmonter les crises. Et de ce point de vue-là, pour éventuellement des professeurs ou des étudiants qui voulaient parfois mettre en évidence les liens entre stratégie et gouvernance, ce cas du RALEX est particulièrement significatif et intéressant à cet égard. Alors, tu mentionnes justement ces aspects-là de stratégie de gouvernance qui sont clés. Et est-ce que, si on va un petit peu plus loin, quelles erreurs récurrentes observes-tu dans les reprises industrielles françaises? Parce que ça peut intéresser aussi peut-être des patrons qui ont un projet de récupérer des industries et qui se posent des questions justement. Quelles sont les erreurs récurrentes que tu observes? Oui, tu as raison, Johan, celle-là, là, pour le coup, ça touche aussi à l'actualité. Bon, alors, les reprises industrielles en France présentent, il est vrai, un certain nombre de failles structurelles. Le premier qui vient à l'esprit, je pense, c'est cette notion de sous-financement qui est récurrent, évidemment. Il y a aussi parfois l'insuffisance en matière d'investissement pour moderniser ou savoir faire preuve d'adaptation. Il y a toujours en fait ces conflits latents entre les exigences sociales, notamment dans un contexte français, liés au maintien de l'emploi et des impératifs économiques et financiers stricts, ainsi que, et c'était vraiment marquant dans le cas du RALEX, des modèles de gouvernance parfois un peu déconnectés des réalités terrain, notamment sur le volet mondialisation, hyper-compétition, exigence de modernisation. Il peut avoir parfois tendance à gérer l'existant, à préserver l'essentiel, en évitant de prendre des risques audacieux, mais qui sont parfois malheureusement nécessaires. Et de ce point de vue, Duralex a incarné ces difficultés. Et sur les 15 millions d'euros envisagés pour le sauvetage initial, seuls environ 10 millions ont pu être réunis. Et ce qui montre bien que la gouvernance rigide, au départ, n'a pas toujours permis d'intégrer les attentes des salariés ou les évolutions du marché. Et on pourrait finir aussi, évidemment, et là ça concerne plusieurs entreprises, que la faible anticipation, malheureusement, des coûts énergétiques et de la transition écologique, dont on parle souvent dans les médias, a aussi clairement été un facteur aggravant, et on retrouve souvent ce type d'erreur dans beaucoup de reprises industrielles françaises. Quand je t'écoute, Olivier, je me rends compte que de plus en plus, alors c'est peut-être moins le cas il y a des décennies, mais maintenant de plus en plus, on a besoin de penser global et d'agir local. Et c'était peut-être pas un réflexe qu'on avait dans les décennies précédentes où on travaille en local, on pense en micro-local avec des comités d'agglo, mais il n'y avait pas forcément ces enjeux stratégiques globaux comme le changement climatique, les changements sociaux. Et c'est vrai que c'est peut-être symptomatique.
Donc, Clairement, ça a joué énormément, notamment, Johan, dans des bassins d'emploi qui étaient plutôt historiques. Il y avait, tu as raison, une très bonne gestion locale, où il y avait une prise en compte par ces entreprises familiales ou traditionnelles d'une bonne gestion des parties prenantes, mais parfois au détriment de d'autres dimensions environnementales, concurrentielles, où à un moment donné, même des entreprises bien implantées, bien insérées, ayant une clientèle fidèle, ayant des appuis locaux et institutionnels de qualité, ne peuvent pas faire abstraction des évolutions marquantes, notamment sur les questions de transition écologique, pour certaines de transition numérique, et d'une concurrence qui aujourd'hui est internationale et a des effets directs sur le modèle économique de ces entreprises. alors justement, pour faire le lien, parce qu'il y a d'autres aspects, et notamment, Caroline, j'aimerais bien te poser la question avec ton prisme des conséquences humaines et sociales de ces transitions multiples. Qu'est-ce qu'elles ont comme impact sur les salariés? Alors effectivement, Johan, on a des dommages collatéraux de ces changements qui au départ sont des changements stratégiques, un contexte économique compliqué, parfois un contexte politique. Donc en fait, l'environnement contextuel, malheureusement, va compliquer les choses au niveau humain et social. Et dans le cas de Duralex, la transition vers le statut de SCOP a présenté un changement radical de gouvernance. Et qui dit changement en matière de gestion des ressources humaines, dit parfois résistance au changement et nécessité aussi d'adapter la culture d'entreprise et de se réinventer en fait. Alors, ça a été un passage, on va dire un peu en douceur malgré tout, hein, d'une structure hiérarchique plutôt traditionnelle, un modèle qui est un modèle coopératif, qui pour le coup nécessite une profonde adaptation, notamment dans les pratiques managériales et les pratiques RH. Alors, ce modèle SCOP implique une participation active des salariés dans la prise de décision et dans la gestion de l'entreprise. Ça nécessite une responsabilisation accrue, davantage d'autonomie, et tout ça, ça peut être un puissant levier pour la motivation et l'engagement des collaborateurs. Mais d'un autre côté, ça nécessite aussi un accompagnement et des formations qui sont des formations adaptées. Le nouveau modèle de gouvernance exige, on l'a bien compris, un style de leadership différent, et c'est un style de leadership plus participatif et inclusif. Alors, les ressources humaines sont un peu mises à mal hein, dans ce type d'aventure, hein, puisqu'elles sont en première ligne pour accompagner les managers hein, dans la transition et pour les accompagner aussi sur l'appropriation d'un mode de management qui est un mode de management collaboratif. Donc, dans ce contexte de transition vers un modèle SCOP, l'évolution du leadership a représenté un des principaux enjeux pour Duralex. Et la mutation a impliqué de repenser les relations hiérarchiques, de construire un nouveau paradigme managérial qui est plutôt fondé sur la participation, la responsabilité collective et l'intelligence collaborative. Je parlais en propos introductif d'aventure humaine, mais là on est à fond dans ce sujet de collectif et de partage de valeurs et de partage aussi d'objectifs qui sont expliqués, transparents et acceptés par tous, y compris. Ça, c'est important. Alors, le passage d'un modèle très vertical à un modèle horizontal a exigé en fait des managers qui développent de nouvelles compétences, hein. Ça a été un incontournable. Donc maintenant, en fait, l'idée, c'est plus de donner simplement des instructions chez Duralex, mais c'est faciliter, animer, coopérer et permettre l'émergence d'une intelligence collective. Alors, en t'écoutant, la question que peut-être les auditeurs se posent, c'est comment on fait pour maintenir une motivation et une cohésion dans une entreprise en redressement permanent, en fait? Alors, ce qui s'est passé, en fait, dans l'histoire de l'entreprise, c'est qu'il y a eu des changements successifs de direction. Il y a eu des aléas financiers, des aléas juridiques aussi, qui ont été rapportés dans la presse, donc en plus médiatisés. Et tout ça, ça a pu créer un climat social dégradé.
une situation très anxiogène pour les collaborateurs. Et tout ça, Johan, tu le sais bien, bah, c'est propice à l'apparition de quoi? Bah, de risques psychosociaux. Euh, alors, ça génère des risques psychosociaux, donc ça, c'est la situation un peu extrême et dramatique. Mais avant d'en arriver là, il y a une perte progressive de motivation et il peut y avoir ce qu'on appelle le quiet quitting et de l'absentéisme, de la baisse de performance et des démissions. Alors, qu'est-ce que tu préconises, toi, comme adaptation qui peuvent être effectuées dans ce passage à un modèle coopératif? Et aussi, à quel processus doit-on être attentif en particulier? Alors là, on a été dans une situation qui a été une situation de crise économique qui a été produite par des facteurs contextuels. Olivier l'a mentionné, hein, par exemple euh, la hausse du prix de l'électricité. Ça a entraîné une crise économique en interne avec des conséquences structurelles, des conséquences juridiques qui sont les mêmes que quand on est dans une situation de restructuration, de rachat et de PSE. Ça produit un changement et ce changement, à un moment donné, il faut l'accepter. Et pour que les salariés l'acceptent, il faut que les managers puissent expliquer, informer et rassurer. Alors, c'est ce qu'on appelle la communication de crise et c'est un levier pour éviter d'aggraver la crise humaine, en fait. Si en amont, on a cartographié les risques, qu'on a identifié en fait tous les problèmes éventuels, on va faciliter les mutations et l'acceptation du changement. Alors, ça, c'est un premier point, c'est le contexte hein, qui a pu être anxiogène. Un deuxième point, c'est le changement radical de modèle. On est passé à un modèle coopératif. Ça peut créer des tensions parce qu'on est inquiet, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et ça peut créer aussi différents groupes de salariés, ceux qui ont bien voulu s'associer, ceux qui n'ont pas voulu s'associer. Et en particulier, la transformation de l'entreprise, les incertitudes qui accompagnent cette transformation ont pu générer du stress chez les salariés. Alors l'idée, c'est de solliciter bien évidemment les services ressources humaines pour mettre en place des dispositifs de soutien et de promotion du bien-être au travail, un sujet qui te tient à cœur, Johan. Donc c'est au service RH, relayé par les managers de proximité, d'être attentif au maintien d'une cohésion d'équipe, à la gestion de potentielles sources de conflits. Le modèle de SCOP, ça implique une révision aussi de tous les systèmes de rémunération et de partage de bénéfices. Donc, il faut absolument, dans ce genre de cas, anticiper finalement une modification de tous les process RH, donc la stratégie de rémunération, les modèles d'évaluation et de rétribution, donc adaptés à cette structure participative parce que c'est nouveau et ça ne fonctionne pas de la même façon qu'une structure classique. Donc, dans ce nouveau contexte, en fait, on a des processus qu'il faut réinventer. Et au-delà de tout ce qui est évaluation et rémunération, il y a les processus de recrutement et d'intégration aussi qui doivent être repensés pour aligner ces process sur les valeurs et sur le fonctionnement d'une scope. Ça implique de nouvelles approches en termes d'attractivité et de rétention des talents et de fidélisation. Je trouve ça intéressant d'entendre sur ces aspects, Caroline, parce que c'est vrai qu'on est loin d'imaginer, que pour l'auditeur lambda, hein, tout ce que ça implique en fait, et tous les processus qui sont mobilisés. Donc en fait, c'est vraiment un changement radical en profondeur et de réévaluation de l'ensemble de l'entreprise, quelque part, de son fonctionnement. En fait, il faut repartir dans l'idée qu'on réinvente une nouvelle dynamique organisationnelle, une nouvelle dynamique humaine. Et pour supporter cette dynamique humaine, il faut réinventer la structure, donc réinventer les process. Ok. Alors Olivier, j'ai une autre question pour toi. Qu'est-ce que ça change fondamentalement le passage en scope dans la gouvernance et aussi notamment dans la répartition du pouvoir? On en a un petit peu parlé, mais est-ce que Ouais. tu peux nous éclairer un petit peu plus en profondeur sur ce sujet? Oui, alors ça change honnêtement beaucoup de choses. Le premier élément structurel en termes de changement, c'est clairement une gouvernance qui devient, on pourrait qualifier de démocratique, au sens que le pouvoir décisionnel est désormais réparti de façon
égalitaire entre salariés associés. Et donc, contrairement à, on dirait, une entreprise traditionnelle où les actionnaires externes ou un dirigeant centralisé va détenir le contrôle, une SCOP, elle, va être majoritairement détenue par les salariés eux-mêmes, qui vont dès lors, du coup, jouer un rôle actif dans les décisions stratégiques via un vote égalitaire. On retrouve la formule une voix par associé, indépendamment du coup du capital détenu. Donc on voit qu'en termes de mode de gouvernance, et même si je devais qualifier en termes de mode de management, cela va favoriser naturellement la cohésion et l'appropriation collective de ce nouveau projet d'entreprise. Deuxième élément structurant, mais corrélé, c'est naturellement une répartition du capital et des bénéfices qui peut aussi conduire à renforcer la solidité financière à long terme en favorisant les investissements durables au lieu d'une distribution majoritaire aux actionnaires. Donc, ça change aussi le rapport au capital et le rapport aux bénéfices au service d'un investissement plus durable. Donc, pour un projet d'entreprise, c'est intéressant en termes de viabilité économique. En termes plus de management et de motivation des salariés, le grand changement, c'est naturellement la participation et l'implication des salariés avec ce statut de salarié associé qui inclut souvent une implication plus forte, un engagement avec une possibilité d'intervenir, par exemple, dans la gestion quotidienne et la définition de la stratégie. Donc, ce n'est pas rien. Cela va aussi améliorer naturellement la responsabilité des acteurs et peut du coup stimuler l'initiative, l'innovation et une forme de résilience positive face aux défis économiques. On pourrait également souligner qu'une SCOP, par son modèle d'entreprise à capital variable, peut permettre une plus grande stabilité en limitant notamment le pouvoir des investisseurs externes minoritaires et en favorisant un projet d'entreprise stable. Donc, on pourrait résumer peut-être que les acteurs impliqués peuvent être davantage maîtres de leur destin, ce qui est important en contexte d'incertitude, et donc œuvrer davantage pour la pérennité et l'intérêt collectif de l'entreprise que plutôt sur une approche plus classique financière qui porterait uniquement sur la maximisation du profit à court terme. Enfin, dernier point, on en a parlé déjà tous les trois, ce contexte d'incertitude, cette hypercompétition, cette mondialisation amène à des défis spécifiques, souvent imprévus, et quelque part, du coup, cette forme sociétaire peut permettre en fait de pouvoir en fait relever de nouveaux défis et de s'adapter à un contexte de crise permanent, même s'il ne faut pas non plus négliger que ça a aussi un certain nombre d'inconvénients et de limites. Mais a priori, ça donne des possibilités à des nouveaux acteurs de pouvoir davantage mettre de leur destin. Est-ce que dans le cas de l'industrie lourde, parce que les scopes existent par ailleurs dans d'autres domaines de notre société, mais est-ce que dans le cas de l'industrie lourde, il y a peut-être des spécificités ou pas qu'on peut constater? Est-ce qu'il y a des points de vigilance peut-être plus accrus que sur d'autres secteurs? Oui, alors, l'aspect, on va commencer par le positif, Johan. L'aspect Oui. positif, pour moi, clairement, c'est par rapport à des salariés habitués à certaines pratiques, à certaines valeurs, à certaines routines. Cela peut permettre, en fait, certainement de renforcer leur engagement et la motivation par rapport à un profil de collaborateurs qui peuvent, à un moment donné, être inquiets sur leur devenir, perdre leurs repères. Donc ça me semble un élément positif par rapport à des entreprises ou des industries traditionnelles lourdes comme le verre. Cela permet aussi, et ça je sais qu'ils y tiennent souvent énormément, de maintenir le savoir-faire, ce qui est toujours intéressant quand on interroge des collaborateurs salariés de ces grandes industries lourdes, c'est l'attachement à une histoire, l'attachement à des valeurs, l'attachement à un métier et des savoir-faire. Et là, de ce point de vue-là,
je pense que ça peut être un atout important puisqu'ils sont partie prenante dans la définition de la stratégie, donc dans la définition quelque part de la stratégie métier et compétences de leur entreprise et industrie, et naturellement une gestion plus socialement responsable. Donc ça serait pour moi les éléments positifs qu'on retrouve dans d'autres industries certainement, mais qui à mon avis sont particulièrement prégnantes au regard de l'histoire et des traditions pour une industrie lourde. En revanche, naturellement, ça peut présenter des limites. D'une part, comme tout modèle, ce n'est pas une panacée. Hein. Si ça peut permettre certainement une meilleure solidité financière, le développement de l'entreprise ne veut pas simplement reposer sur la capacité financière des salariés, ça a aussi des limites. Il peut avoir aussi naturellement dans un modèle scope, puisqu'on est une voie par associé, puisqu'on est a priori dans une gouvernance démocratique, cela peut engendrer aussi des échanges, des discussions, des négociations parfois complexes, où on doit écouter les uns et les autres. Et donc, ça peut être aussi parfois en interne une source d'inertie dans certaines prises de décision et donc aussi un manque de réactivité. Et on voit donc l'injonction paradoxale entre maîtrise de son destin versus manque de réactivité. Ça peut apparaître antinomique. Il y a aussi, puisqu'on parlait d'industrie lourde, cette notion de tension potentielle entre salariés et syndicats. Souvent, dans les industries lourdes, les syndicats sont assez puissants traditionnellement. Donc, cela peut amener aussi à d'autres contraintes liées à des discussions et des enjeux complexes si on doit prendre en compte les intérêts de tous. Et alors, on voit émerger une sorte de type de capitalisme coopératif, peut-être à la croisée entre de l'entreprise et de la société civile. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Est-ce que tu partages cet avis aussi? Oui, alors clairement, d'ailleurs, c'est certainement un des aspects parmi d'autres qui a conduit que Caroline et moi, on s'intéresse particulièrement au cas du RALEX, au-delà d'une actualité immédiate et vivante, qui justifie aussi l'intérêt de ce cas, mais on avait aussi l'idée avec Caroline, d'où cette notion de cas pédagogique, de mettre en avant cette idée de capitalisme coopératif, puisque ça nous semble une réponse parmi d'autres, mais une réponse intéressante et sérieuse à des modèles alternatifs par rapport à des entreprises capitalistes traditionnelles ou intégrées, où en plus les collaborateurs, à l'instar aussi du monde mutualiste ou du monde coopératif, peuvent reprendre en main leur destinée dans un environnement de plus en plus incertain et complexe. Et dans le cas du RALEX, justement, ce modèle SCOPE a permis, ou semble-t-il aujourd'hui, de sauver l'entreprise et ses emplois, donc ce n'est pas rien, mais aussi d'incarner concrètement un nouveau rapport entre salariés, capital et société. C'est un élément qui, pour moi, à titre personnel, résonne fortement, parce que, Johan, j'ai toujours été intéressé, il s'avère que j'ai pas mal travaillé aussi pour la grande distribution, j'ai toujours été intéressé de voir les stratégies alternatives, par exemple des mouvements Leclerc ou de coopératives U ou dans une moindre mesure, mais aussi Intermarché par rapport aux grands groupes intégrés traditionnels type Carrefour, pour voir que leur modèle d'approche était différent, avec une autre forme de capitalisme, avec une proximité plus terrain, plus en lien avec le territoire, et aussi un rapport aux salariés et au capital très différent. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on a fait un autre cas pédagogique avec Caroline sur Coopérative U, puisque c'est vraiment inscrit aussi dans des convictions profondes que l'on porte avec Caroline sur cette question de coopérative de type industriel qui juxtapose gouvernance démocratique et performance économique, et qui me semble une réponse à la mondialisation, en alliant à la fois des standards de performance certainement plus élevés et exigeants, mais qui gardent ancrage avec une certaine tradition, une certaine histoire, et souvent avec des territoires. Donc, je trouve que c'est une réponse locale intelligente aux enjeux industriels et économiques actuels,
et avec des valeurs nobles et que pourraient porter des politiques ambitieux autour d'un capitalisme plus coopératif et engagé. Et comme tu l'as rappelé, Johan, nous sommes aussi avec Caroline professeurs, au-delà de notre statut de chercheur. Et je pense que c'est aussi un message fort à envoyer aux jeunes. On parle souvent d'entrepreneuriat. Tout le monde pense naturellement aux startups, c'est bien, mais on voit qu'il y a aussi d'autres formes d'entrepreneuriat intéressantes, beaucoup plus orientées vers le collectif, beaucoup plus orientées vers les territoires. Et de ce point de vue-là, le cas d'Uralex me semble un très bel exemple, mais même aussi source d'espérance et de projection pour nos jeunes. On est vraiment dans une forme de société qui cherche, qui est dans une forme d'hybridation en ce moment. On est vraiment dans un Oui, grand laboratoire sur tous les pans de notre société. Et ce que tu viens d'expliquer, justement, le capitalisme coopératif se cherche justement et est en train de trouver une hybridation, une forme d'hybridation qui est intéressante pour assurer une transition. c'est exactement ça. Et souvent, lorsqu'on évoque la culture française noyée ou diluée dans la mondialisation, dans un monde de plus en plus anglo-saxon, on ne peut pas le nier sur beaucoup d'aspects, dans le domaine de l'art, dans le domaine des standards financiers. Je trouve qu'à travers cet exemple, à travers un autre exemple, il s'avère qu'on a aussi étudié avec Caroline qui est coopérative U, on voit qu'il y a encore une spécificité française issue d'une histoire, issue de traditions, issue de territoires, et que dans ce cadre-là, il y a peut-être aussi des réponses à la française que l'on peut apporter à un environnement de plus en plus complexe et mouvant. Le monde ne se dessine pas ou ne doit pas se dessiner que sur des considérations anglo-saxonnes ou chinoises, même si on est dans un modèle démographique et économique un petit acteur aujourd'hui par rapport à des superpuissances, on a peut-être dans ce domaine-là notre mot à dire. Alors maintenant, Caroline, j'aimerais bien te poser la question qui est cruciale, hein. C'est comment on fait pour accompagner le choc culturel d'un tel changement de posture quand on passe de salarié à co-décideur. C'est vraiment un gros changement. Alors, effectivement, hein, adopter le modèle SCOP, ça implique une participation plus active des salariés, à la fois dans la prise de décision et la gestion de l'entreprise, hein. C'est le principe un associé, une voix. Donc, effectivement, c'est un système très démocratique avec une autonomie, une responsabilisation. Et tout ça, cette transition, elle ne se fait pas en 5 minutes. Donc, ça nécessite un accompagnement et des formations qui sont des formations adéquates. L'idée, ça va être de reconnaître les craintes, de les identifier et de créer, d'ouvrir si besoin des espaces d'expression comme des ateliers, des groupes de parole, à l'instar de ce qui s'est fait dans les années 70-80 qui s'appelait les cercles de qualité. Donc l'idée, c'est de partager finalement une vision commune, mais aussi de partager des craintes communes. Euh, alors, il va falloir aussi, dans toutes ces entreprises où on met en place la démocratie, ben, il faut acculturer les collaborateurs à la gouvernance et à la gouvernance participative. Donc, des formations sur la prise de décision, la gestion des conflits, ça peut être intéressant. Tout ce qui est compétences coopératives, le leadership individuel aussi, ça peut être intéressant à mobiliser et mettre en place des instances qui sont des instances officielles de dialogue, donc des comités participatifs qui sont non contraignants, mais qui ont quand même vocation à ce que les réflexions se transforment en action, et aussi des outils qui sont des outils collaboratifs avec des tableaux de bord partagés, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de fédérer autour d'un projet commun, s'appuyer sur l'histoire de l'entreprise et co-construire une vision qui va être une vision mobilisatrice. En fait, l'idée, c'est de galvaniser en fait, les troupes sur un nouveau projet commun et un enjeu qui est... Alors, il y a plusieurs enjeux humains derrière ça. Il y a la pérennité de l'entreprise, donc ça, c'est un aspect économique, mais derrière la pérennité de l'entreprise, il y a sauvegarder aussi les emplois et les emplois sur un territoire. Donc ça, c'est important.
Alors, on sait que dans ces changements, forcément, il y a bien émergé des tensions managériales et des risques psychosociaux. Et qu'est-ce que tu identifies comme levier RH pour éviter justement ces aspects-là? Alors, effectivement, hein, Johan, là, on est au-delà d'un process stratégique, économique, juridique. Il y a une transformation profonde organisationnelle et il y a la transformation d'une expérience humaine qui peut être profondément déstabilisante. Alors, dans le cadre du Ralex, les changements successifs de direction ont pu créer en fait un terreau fertile pour l'émergence de risques psychosociaux parfois complexes, hein. Chaque transition managériale va générer une sorte d'onde de choc psychologique au sein de l'organisation et les collaborateurs se retrouvent finalement confrontés à une remise en question brutale de leurs habitudes, ça c'est une chose, mais aussi de leurs certitudes professionnelles, voire une inquiétude sur ses ambitions, sur son avenir professionnel. Les relations hiérarchiques et les relations, on va dire, formelles mais informelles aussi, qui étaient établies de longue date, vont voler en éclats. Ça laisse place parfois à un sentiment d'insécurité et aussi de vulnérabilité. C'est un processus de déstructuration psychologique qui peut se manifester par des mécanismes de défense, d'autodéfense qui sont assez subtils. Les employés vont développer des stratégies de protection en se retirant un peu affectivement, c'est-à-dire en réduisant leur investissement émotionnel et du coup professionnel. Alors le quiet quitting, ça peut arriver, hein, c'est pas le cas chez Duralex, mais pour généraliser dans ce genre de situation, c'est une forme de résistance un peu silencieuse où les collaborateurs vont faire le minimum. En fait, ils vont faire ce qu'on appelle le minimum syndical. Ils vont vider leur travail de toute sa substance et de tout son sens. C'est une sorte de retrait progressif qui permet de se protéger contre une instabilité ambiante et contre aussi peut-être une forme de violence organisationnelle parce que une transformation structurelle, ça peut être perçu chez certains individus comme une forme de violence. Alors il faut se méfier hein, quand on est aux manettes et quand on est RH parce qu'il peut y avoir une augmentation de l'absentéisme, traduction directe hein, d'un mal-être profond. Chaque absence peut signifier une sorte d'échappatoire, hein, une stratégie d'évitement, éviter une réalité professionnelle devenue trop difficile, trop violente et trop anxiogène. Et derrière tout ça, il y a des risques hein, qui vont apparaître, moins de créativité, moins d'initiative. Et la performance va être aussi en berne hein, à partir du moment où les collaborateurs se déconnectent de toute perspective de développement personnel ou collectif. Alors, les conséquences, ça dépasse largement le cadre individuel, hein. Tout ce qui est stress, burn-out, dépression, ça menace l'équilibre individuel, bien sûr, hein. C'est dramatique pour le collaborateur en lui-même, mais au fond, ça déstabilise complètement aussi l'équilibre de l'organisation. Et ça, c'est des coûts cachés en fait. C'est des coûts cachés en termes de ressources humaines et de productivité. Et ça peut devenir important à un moment donné, donc dangereux pour la pérennité de l'entreprise. Donc l'idée, c'est pas simplement de gérer le changement, mais c'est de l'accompagner le changement et d'identifier d'éventuelles blessures psychologiques et de les soigner. Alors la solution, c'est une approche managériale basée sur la bienveillance. Alors la bienveillance, c'est un peu galvaudé, mais je dirais plutôt sur une restauration de la confiance avec une communication transparente, beaucoup d'écoute, beaucoup de feedback, créer des espaces de dialogue, accompagner psychologiquement si besoin avec médecine du travail, psychologue du travail, le CSE, voire des consultants externes et surtout, à un moment donné, communiquer et valoriser sur les compétences individuelles des collaborateurs. Alors, la transformation, que ce soit dans le cas de Duralex, mais aussi dans d'autres cas où on est sur des problématiques de survie, de restructuration, il faut aller au-delà d'un exercice bureaucratique, en fait, hein. C'est un processus qui est profondément humain, qui va nécessiter patience, écoute et considération. Alors, chez Duralex, comme dans toute organisation en mutation, le succès de tout ça, ça va dépendre de la capacité de la direction à placer l'humain au cœur du changement,
à comprendre ce qu'il y a derrière chaque poste, chaque mission, chaque fonction, qu'il y a des femmes, qu'il y a des hommes avec leurs espoirs, leurs attentes, leurs craintes et aussi leur dignité. Et la véritable performance de l'entreprise ne va pas se mesurer uniquement à des résultats financiers, mais aussi à sa capacité à traverser les turbulences en préservant le capital humain qui va la faire vivre. Alors moi, ce qui m'a vraiment ému dans l'histoire de Duralex, c'est ça, c'est cette capacité à dire on n'est pas des individus, mais on est une somme d'individus, on est un groupe, on est un collectif, et ensemble, on va être plus fort, et ensemble, on va surmonter la crise, et on va aussi faire un long chemin ensemble. Ça, c'est ce qui m'a aussi beaucoup intéressé et ce que j'aime bien aussi partager avec mes étudiants. Alors, pour aller un petit peu plus loin, on a abordé un petit peu tout à l'heure la notion de leadership participatif. Est-ce que ça peut vraiment remplacer les repères, hiérarchiques traditionnels, selon toi? Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs Alors, le leadership participatif pour ceux qui ne connaissent pas? Alors effectivement, Johan, hein, j'allais faire un petit rappel en préambule pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Alors le leadership participatif repose sur trois piliers. La co-construction des décisions, la responsabilisation de chacun et la transparence dans les processus de gouvernance. Donc là, on est vraiment dans le modèle SCOP aussi. On voit bien le parallèle entre un modèle juridique, un statut juridique de l'entreprise et aussi un modèle organisationnel et managérial. Alors la structure hiérarchique, en fait, dans ce cas-là, elle s'efface puisque tout le monde peut donner son avis et les prises de décision sont démocratiques. Alors, le leadership des nouveaux dirigeants, il peut parfois être contesté parce que considéré comme non légitime, avec du coup des difficultés pour les salariés à adhérer aux nouveaux projets de l'entreprise et à se reconnaître dans la nouvelle culture d'entreprise. Ce qui n'a pas été le cas chez Duralex, hein, puisqu'on a un dirigeant qui a su entraîner ses collaborateurs dans son sillage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle finalement le leadership charismatique, c'est-à-dire la capacité à trouver rapidement un écho, une voix et une légitimité. Alors, compte tenu du fonctionnement de la SCOP, les salariés détiennent dans le fonctionnement d'une SCOP au moins 51% du capital social et 65% des droits de vote. Alors, si tous les salariés ne sont pas associés, tous ont un terme vocation à le devenir. Donc, chaque salarié va disposer d'une voix, chaque salarié associé dispose d'une voix, quel que soit son statut, son ancienneté et le montant du capital investi. Donc, c'est quand même très intéressant de se dire qu'on a investi 10 euros, on a investi 100 000 euros, on a quand même voix au chapitre. Donc, ça peut être perturbant pour des financiers. Humainement, c'est très intéressant. Et aussi, quelle que soit son ancienneté et son statut, qu'on soit ouvrier spécialisé ou qu'on soit cadre supérieur, finalement, on aura la même possibilité de participer à la gestion et à la vie de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Mais le pendant de ça, c'est que ça crée quand même des difficultés, parfois à trouver un consensus, à prendre des décisions. Donc, il faut vraiment renforcer cette notion d'écoute et de dialogue. Donc, on a finalement une relation managériale qui va être modifiée avec la nécessité de fixer toujours des objectifs clairs, transparents, qui doivent être bien communiqués et communiqués surtout au fil de l'eau. Pas en fin d'année ou en début d'année ou tous les trimestres, en fait. Étant donné qu'on est tous impliqués dans la gestion de l'entreprise, il faut absolument communiquer davantage. Alors, en amont, en fait, il faudra identifier des leviers hein, pour éviter les résistances au changement. Et oui, et justement, quelles sont ces attentes et ces motivations des collaborateurs, selon ton point de vue? Alors, le principe démocratique que j'ai évoqué, c'est-à-dire un salarié, une voix, ça pulvérise complètement les structures verticales qui étaient établies. Donc, ça peut aussi bouleverser certaines certitudes. Mm. Et finalement, le statut ou l'ancienneté ne donne plus davantage de droits. Donc, ça peut être
perturbant parce que dans le système, enfin culturellement en France, les non-cadres, les cadres, c'est dans la construction culturelle, mais c'est aussi dans la construction des accords de branche et des conventions collectives, hein. Historiquement, alors la plupart des conventions collectives, sont apparues en fait après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et on a construit en fait des structures d'entreprise autour de clivages cadres, non cadres, la notion d'ancienneté, la notion de diplôme, pas diplôme. Donc là, ça pulvérise tout d'un coup et ça remet en question les rapports de pouvoir. On met tout le monde à plat finalement, il n'y a plus de verticalité, on est sur un système horizontal, donc ça peut être assez déstabilisant et ça peut nécessiter à un moment donné de se poser la question pour un collaborateur. Le collaborateur peut se dire, mais elle est où ma place à moi en fait? Et c'est quoi mon rapport avec mon entreprise? Alors, le leadership aussi des nouveaux dirigeants peut être à un moment donné déstabilisé, remis en question. Donc, il faut absolument mettre en place des systèmes de prise de décision qui font qu'on voit les conséquences de la prise de décision. C'est-à-dire que la prise de décision collective, où chacun a voté finalement dans les mêmes proportions, puisque tout le monde a le même poids, il ne faut pas que ça génère des blocages. Il faut absolument toujours converger vers un consensus. Et le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie, bah ça, c'est quand même un problème qu'il va falloir à un moment donné dépasser parce qu'on est habitué à en référer à un N+1, qui en réfère à un N+2, etc. Donc, il faut absolument se mettre dans un prisme qui est le prisme de la négociation et de la médiation. Alors, plusieurs leviers, hein, Johan, pour réussir la mutation, c'est la communication transparente et continue, comme je l'ai évoqué, bien définir des objectifs partagés, les expliquer. Et au-delà de les expliquer, il faut qu'ils soient acceptés et surtout bien identifier les attentes de chacun, des attentes individuelles mais aussi des attentes collectives, en mettant en place absolument des dispositifs où on co-construit finalement ensemble l'entreprise. Et il faut être en mesure de travailler sur ce que Maurice Thévenet avait décrit dans les années 90 comme la culture d'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut se trouver une histoire commune. Alors ça, on l'a, l'histoire commune, mais il faut créer un récit qui est collectif et mobilisateur. Il faut valider des valeurs communes et aussi mettre en place des routines ou des rites qui sont partagés par tout le monde. Et ça sera vraiment la clé de la réussite. Et de tout ça va dépendre la capacité à muter et on va avoir besoin de mobiliser toutes les énergies positives. Donc moi, je recommande finalement de s'appuyer sur ce qu'on a déjà en commun, c'est-à-dire des valeurs qu'on avait déjà en commun avant, une histoire qu'on a en commun, et surtout une histoire commune que l'on est en train d'écrire tous ensemble, avec chacun la même voix dans la prise de décision. Et par contre, en t'écoutant, Caroline, je me dis, finalement, pour les salariés, aussi, c'est peut-être un changement de soft skills, justement des compétences humaines qui peut-être qui doivent faire appel, qui n'ont peut-être pas encore travaillé. Et est-ce qu'il faut un accompagnement justement sur ces soft skills dans ce Alors, cadre-là? oui, je l'ai brièvement évoqué, effectivement, hein. Alors, je ne sais pas si ça a été fait à ce jour chez Duralex, mais il y a la nécessité d'adapter les soft skills. Alors, sur les aspects interpersonnels, par exemple, sur la médiation ou la négociation, bon, c'est important d'essayer de réfléchir sur sa posture, ses capacités de dialogue et ses capacités d'échange avec autrui, en fait. Et quand je t'écoute aussi, je me dis, mais en fait, ça me fait rappeler des entreprises libérées. Je ne sais pas si vous connaissez le Oui, concept de oui. l'entreprise libérée. Isaac Getz, oui, tout à fait. Voilà, exactement. Qui date en fait maintenant de plusieurs Oui. décennies. Et Oui. est-ce que vous faites un lien là-dessus et peut-être cette résurgence en fait de peut-être de ce modèle ou de ces principes, même s'il y a des nuances, hein, qui viennent Alors, très maintenant? clairement, Johan, Oui, pour répondre à ta question, on en a parlé avec Olivier quand on a préparé le cas parce qu'effectivement, il pouvait y avoir des similitudes avec la notion d'entreprise libérée. Alors, la grosse différence, c'est que la notion d'entreprise libérée, c'est un concept managérial. Ça n'a rien d'une structure juridique. ok. Nous, on a pris le parti de décrire une structure juridique qui bouleverse finalement l'humain et l'organisation. Alors après, l'entreprise libérée,
ça n'a pas forcément eu le succès qu'on attendait. Voilà. Donc c'est pour ça on n'a pas évoqué le thème dans le cas pratique. Bon, dans les cas pratiques, quand on publie, on doit donner un corrigé. Bon, on l'a mentionné à un moment donné en référence, mais ça ne fait pas partie de la clé d'analyse qu'on a choisie en fait. Ok, Surtout si on prend comme élément aussi important la lecture stratégique, c'est-à-dire que là, il y a véritablement, dans notre cas, l'idée de reprendre en main son destin stratégique par rapport à des changements majeurs en termes de métier, de compétences. Donc ça va, pour le coup, là, Johan, bien au-delà de la dimension purement RH et managériale, il y a une forte dimension gouvernance et stratégie dans le cas du Ralex. ok. Alors justement, Olivier, j'aimerais te poser aussi quelques questions. Tu parles souvent de leadership collectif et de gouvernance hybride. Euh, Est-ce que tu trouves, comment tu trouves ces résonances dans le cas du Ralex? Et qu'est-ce que tu pourrais aussi amener comme leçon, enfin pas amener, enfin expliquer comme leçon cette étude de cas offre aux dirigeants qui sont confrontés à ces crises systémiques? Oui, alors tu poses bien les questions. Il y a clairement, dans le cas du Ralex, une notion de leadership collectif et de gouvernance hybride, puisque le leadership chez Duralex est désormais collectif. Il repose à la fois sur une gouvernance qui combine la démocratie interne avec cette idée, une voix, un associé, propre à l'idée même de la SCOP, avec un pilotage stratégique agile. Et cette gouvernance devrait normalement permettre d'ajuster rapidement les stratégies tout en diffusant la notion de responsabilité et d'adhésion qui sont essentielles dans un projet SCOP. Par ailleurs, il faut bien noter qu'un soutien public fort via notamment des prêts et garanties bancaires a aussi permis d'assurer en partie la pérennité financière en parallèle pour, espérons-le, en tout cas c'est le souhait du dirigeant, pour viser l'équilibre à l'horizon 2027. Et pour moi, quand tu évoques la notion de leadership collectif et gouvernance hybride, il y a une notion qui me vient à l'esprit, dont on a peu parlé encore, c'est la notion de mobilisation. Et pour moi, Duralex, en fait, c'est aujourd'hui deux formes de mobilisation et peut-être demain trois. Il y a une mobilisation au départ via la stratégie SCOP, une mobilisation centrale des salariés, avec en fait des salariés qui contrôlent la majorité du capital et des droits de vote et qui donc de facto vont conduire la stratégie de l'entreprise en assurant la production, le maintien de l'emploi et des compétences et qui peuvent être du coup le pilier de la renaissance de l'entreprise Duralex. Il y a une deuxième mobilisation non négligeable et à mon avis qui va prendre de l'ampleur, qui est une mobilisation des citoyens. On en a un peu parlé en introduction, puisque depuis 2025, Duralex lance une levée de fonds participative ouverte au grand public via la plateforme LITA. On a d'ailleurs communiqué dessus avec Caroline sur LinkedIn, avec un objectif de 5 millions d'euros pour justement associer clients et habitants à la relance industrielle au-delà de leur rôle de simples consommateurs. Et donc, ces deux dynamiques, on pourrait résumer ainsi, conjuguer dessinent finalement ce modèle hybride que l'on évoquait, inédit, qui va allier responsabilité interne et engagement externe. Et moi, je rajouterais, Johan, une troisième mobilisation que je vois, moi, poindre à l'horizon, qui est la mobilisation de la société en général, où là, j'intègre les politiques, les intellectuels, les différentes parties prenantes, vers ce nouveau capitalisme coopératif que l'on évoquait précédemment, au service des territoires et des emplois locaux. Pour parler clairement, je ne serais pas étonné qu'à l'horizon des élections de 2027 ou pour les législatives qui viendraient
par la suite, certains partis politiques ou certains think tanks puissent prendre Duralex comme exemple parmi d'autres pour repenser finalement la stratégie emploi, préservation du patrimoine industriel français et en même temps réfléchir pour relancer et redynamiser nos différents territoires et montrer que la France ne se limite pas à Paris, Lyon, Marseille ou Lille, par exemple. Donc ça, c'est moi ce qui me marque le plus sur cette notion de leadership collectif et de gouvernance hybride. Et pour répondre à ta deuxième question, et là qui résonne directement avec notre cas pédagogique, oui, naturellement, le cas Duralex offre plusieurs leçons clés aux dirigeants confrontés à des crises multiples et systématiques. Le premier élément que moi je voudrais retenir, c'est cette force de la gouvernance collective finalement et de l'appropriation des salariés, puisque cette transformation de Duralex en Scope, avec, rappelons-le, une majorité de salariés actionnaires et décideurs, montre qu'une implication finalement directe des équipes dans la gestion peut redonner un souffle et un engagement fort en période critique. Et cette gouvernance, du coup, démocratique, permet de facto d'aligner les intérêts des employés avec la pérennité de l'entreprise. Donc, pour moi, c'est la première leçon. Et en plus, c'est une belle leçon sur espoir. Donc, notons-la. Il y a un deuxième élément qui me tient à cœur, presque en tant que citoyen. Moi, je me suis souvent posé des questions et le cas Duralex permet en partie des réponses. C'est l'importance du soutien territorial et institutionnel qui finalement a été essentiel dans la reprise de l'entreprise, où on a pu voir que les acteurs locaux et les pouvoirs publics ont joué un rôle crucial dans le rebond de cette entreprise et donc peut-être, espérons-le demain, dans d'autres entreprises en difficulté. Et l'horizon des élections de 2027 rend cette actualité encore plus intéressante et passionnante, me semble-t-il. Il y a un troisième élément en termes de leçon, pour moi, c'est cette notion de résilience que l'on évoquait au début d'entretien, qui est basée sur une marque forte. La stratégie de marque, là, est aussi révélatrice, en fait, du cas Duralex. C'est qu'à un moment donné, une marque, si elle donne lieu à une mobilisation générale et une stratégie pertinente, peut ne pas mourir et relancer une activité économique. Ça semble être le cas avec le cas Duralex. Et donc, résilience basée sur une marque, mais aussi sur un savoir-faire historique qui rentre en résonance là avec la capitalisation et la valorisation du savoir à la française, un savoir à la française, mais qui a une réputation mondiale avec cette fameuse vaisselle incassable de Duralex, marquée par une spécialisation industrielle et un ancrage territorial historique. Moi, deux autres leçons pour aller vite que je verrais, c'est la nécessité désormais d'essayer de repenser les modèles économiques en essayant de les inscrire dans une logique durable avec une vision. Et de ce point de vue-là, le projet SCOP répond à cette nécessité puisqu'elle repose à la fois sur la volonté d'assurer la pérennité sur plusieurs générations. Quand on parle de durabilité, là c'est concret, en privilégiant à la fois une gestion équilibrée plutôt que cette logique financière qui finalement a fait beaucoup de mal, portée exclusivement sur la maximisation du profit à court terme. Dernier point, alors c'est important dans des cas de stratégie, mais aussi en lien avec la gestion des ressources humaines, c'est un formidable exemple d'innovation sociale et économique. Et pour moi, la reprise en scope, c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a beaucoup de relais médiatiques pour cette raison, car c'est un formidable exemple d'innovation sociale et économique. Cette reprise met pour moi en lumière une alternative viable. C'est pour ça que je parlais aussi d'espoir tout à l'heure, qui est inspirante aux modèles capitalistes traditionnels qui ont trop marqué, à mon avis, la conduite de beaucoup de dirigeants dans ces 15 ou 20 dernières années, qui peut du coup servir de référence pour la gestion d'autres crises industrielles ou sectorielles. De ce point de vue, c'est vrai que le cas Duralex, au-delà de sa spécificité, me semble une valeur d'exemple
pour les dirigeants d'entreprise. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je pense qu'on peut escompter que des politiques, qu'ils soient locaux ou nationaux, s'emparent de ces bels exemples pour revitaliser peut-être certains territoires demain ou certains bassins d'emploi. Je te remercie pour cette analyse profonde et je voudrais apporter un complément, moi, juste pour une expérience, c'est que je côtoie de plus en plus de dirigeants et de patrons dans le domaine de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'ils me disent, en fait, on fait des ponts avec des sociétés capitalistiques et ils échangent beaucoup entre eux. Et moi, je crois que justement, cette montée en puissance en fait, de ces modèles hybrides vient aussi se nourrir mutuellement du champ de l'ESS qui est en très forte croissance aussi et qui correspond à un modèle d'innovation sociale intéressant. Et donc, chacun vient chercher des innovations et en fait, on fait péter les cloisons, en fait, les univers Oui. entre le capitalisme d'un côté et l'ESS de l'autre. Et je trouve ça vraiment intéressant dans cette ère. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Nécessaire, merci beaucoup, Johan. Oui, c'est vrai. Avec plaisir. Alors Caroline, moi j'aimerais bien qu'on évoque ensemble alors tu évoques souvent la nécessité de réhabiliter la confiance, et c'est super important, et le dialogue social. Alors concrètement, comment une direction elle peut faire pour restaurer ces liens quand il y a eu des années qui sont passées de fractures? Alors en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on arrive à la fin d'une longue période de turbulence avec l'instauration d'un climat, non pas de confiance, mais de défiance. Donc il faut absolument reconstruire la confiance et le dialogue. Alors on a plusieurs leviers sur lesquels on peut agir. Tout d'abord, une communication claire, transparente et qui va être en continu. On partage des objectifs, on explique les enjeux et on réduit ainsi l'incertitude. Ensuite, on peut mettre en place des espaces qui sont des dispositifs participatifs pour impliquer les salariés dans les décisions et les faire adhérer au projet commun. Alors, un exemple que moi j'ai éprouvé quand j'étais DRH, on avait à un moment donné décidé de passer à la certification. Donc, il fallait coller aux exigences d'une norme ISO. Et finalement, ce projet commun a été exceptionnel pour l'entreprise parce que ça a déjà fédéré les énergies. On avait un objectif commun, c'était être certifié. Cet objectif commun permettait ensuite d'avoir des retombées économiques et surtout, comme dans le cas du Ralex, ça a permis à des personnes de statut et d'ancienneté différentes d'être dans des groupes de travail en commun. Donc de la technicienne de laboratoire au directeur scientifique, on avait des personnes qui réfléchissaient sur des process et sur l'amélioration continue. Donc c'est ça ce que j'entends par espace de dialogue, c'est permettre à chacun de trouver sa place et de s'exprimer aussi en fonction de ses qualités et de ses envies. Alors, autre point aussi, c'est l'accompagnement psychologique, je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, avec un soutien qui va être individualisé. Il faut absolument que les managers soient sensibilisés à cette approche-là, identifier des collaborateurs en situation difficile, en détresse, et les aider à surmonter les craintes et à se réapproprier leur rôle en fait dans l'entreprise. Alors dans la littérature académique sur les organisations, il y a beaucoup cette notion d'acteur et de rôle. Alors ça, c'est Michel Crozier. Bon là, il faut absolument se dire qu'on a un ensemble d'acteurs dans un système mais qu'il faut positionner correctement les acteurs et si on ne les accompagne pas, on ne peut pas les positionner correctement. Alors la reconnaissance aussi et la valorisation, donc il faut identifier les compétences et les valoriser, c'est-à-dire repenser le système de rémunération et d'évaluation avec des valeurs coopératives, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et aussi construire une légitimité collective, c'est-à-dire ne pas souffrir du syndrome du mauvais élève en disant oui, en fait, l'entreprise à un moment donné a failli péricliter, donc on n'est pas très bon, etc. Non, il faut complètement reconstruire l'histoire, raconter un récit différent et se dire qu'on est dans une dynamique de succès et pas du tout dans une dynamique d'échec. Alors après, c'est vrai que ces dispositifs vont pouvoir, Johan, soutenir l'intelligence collective. Et cette intelligence collective, elle va se baser sur les choses que j'ai déjà évoquées préalablement, c'est-à-dire le leadership qui devient participatif,
avec la nécessité d'accompagner les managers avec des formations et puis aussi les accompagner dans l'animation de réunions qui vont permettre l'émergence d'idées nouvelles et instaurer aussi des processus de décision où chacun va pouvoir trouver sa place et avoir sa propre mission, sa propre responsabilité. Après, là, ce qu'il faut faire, c'est continuer à réfléchir en termes de compétences. Donc, cartographier les compétences qui sont les compétences clés et établir un plan de rétention et de développement sur les compétences clés. Alors, moi, j'ai coécrit, hein, tu le sais, Johan, un ouvrage sur la notion de collaborateur clé. Je pense que là, Duralex, ils sont un peu à un tournant de leur histoire et ils sont aussi à un tournant de leur gestion des compétences. Il y a des collaborateurs qui potentiellement peuvent avoir envie de partir et si ces collaborateurs ont un savoir-faire clé, ça peut mettre en danger l'entreprise. Donc, c'est le moment de faire des cartographies en fait, de ces compétences, people review, la transmission intergénérationnelle, c'est important, le tutorat et une politique de knowledge management. Donc, il va falloir créer en fait ces outils pour capitaliser, partager les savoirs. Alors, autre levier, Johan, c'est la cohésion d'équipe et essayer de travailler dans une ambiance de bien-être. Hein. C'est toujours aussi un peu difficile à définir le bien-être, surtout quand on a eu des périodes turbulentes dans une structure. Il faut développer cette politique-là. Il faut que le service RH s'en empare pour prévenir les risques psychosociaux. Alors, on peut être accompagné de consultants extérieurs. J'ai dit tout à l'heure, jamais hésiter à mobiliser, je le répète et je le répète, la médecine du travail, parce que c'est un levier important et c'est aussi leur rôle. Et repenser toute la notion d'accompagnement quand on intègre un nouveau collaborateur. Et puis aussi, pour finir là-dessus, Johan, encourager vraiment la participation de tous, parce que avoir une voix et l'utiliser, bah, il y a un pas en fait entre les deux. Donc, ça peut être parfois terrorisant pour un ouvrier de se dire, ah bah oui, j'ai une voix comme le patron, c'est un peu compliqué. Et puis aussi, à terme, valoriser la diversité des profils, recruter des compétences qui vont être les compétences de demain, notamment les compétences digitales et stratégiques. Et ça va aussi enrichir la dynamique collective, Johan. Merci pour cette analyse complète. Et alors, comme on approche de la fin de notre émission, j'aimerais vous poser à tous les deux une question commune sur notamment l'entreprise. Elle a lancé un appel citoyen pour lever 5 millions d'euros. On a vu dans l'actualité justement que ça a été bouclé très rapidement. On a discuté en ouverture. Qu'est-ce que ça vous inspire à tous les deux, cette démarche participative à l'échelle nationale? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs d'activité? Oui ou non? Est-ce que c'est duplicable partout? Qu'est-ce que vous en pensez? Caroline ou Olivier, comme Alors, vous. oui, moi, rapidement, je pense qu'Olivier pourra compléter. Je pense que c'est bien de transposer cette énergie humaine collective à plus grande échelle, à l'échelle macro. C'est bien aussi de lancer ce financement participatif parce que ça donne un exemple. Ça donne des idées pour d'autres entreprises. Alors, le financement, en 24 heures, ils avaient les 5 millions d'euros. La plateforme Lita, je ne sais pas si vous avez essayé de vous connecter, mais ça a été vite Saturé. terminé, quoi, saturé. Donc, je trouve que ça cristallise des énergies positives et c'est un signal fort, c'est un signal que les citoyens ont besoin de projets communs et de dynamiques comme celle-là qui sont des dynamiques positives parce qu'on est en fait, on est en permanence dans un état de crise. On a enchaîné une crise sanitaire avec une crise politique, une crise écologique, une crise économique. Et c'est très délétère en fait pour les salariés, mais aussi pour les citoyens qu'on est tous. Donc je pense que ce financement participatif, bah, c'est une fois de plus une belle initiative de Duralex. Bravo à eux. Oui, je Et vais toi, prolonger, Olivier? oui, je vais prolonger l'analyse de Caroline. C'est vrai que pour moi, cet appel citoyen est un exemple marquant de mobilisation collective et d'un beau soutien populaire. Je voudrais quand même rappeler, c'est important, que ça repose sur quand même plusieurs facteurs. Il y a une forte identification émotionnelle des Français à la marque. Donc, quand tu parlais de est-ce que c'est transposable et réplicable, oui,
mais intégrant bien des facteurs spécifiques. Il y a une identification émotionnelle. Duralex veut dire quelque chose pour beaucoup de Français. Il y a aussi de la stratégie. Il y a une proposition d'un placement accessible et fiscalement attractif. Donc, on n'est pas que dans l'émotion. Ça a été un dossier qui a été bien mené, intelligemment, bien structuré, avec une vraie proposition de placement accessible et fiscalement attractif. Il ne faut pas le négliger dans les critères de réussite. Et un projet industriel. C'est pour ça que j'ai rebondi tout à l'heure, Johan, quand tu parlais d'entreprises libérées. Je dis oui, mais attention, derrière, il y a aussi de la stratégie avec un projet industriel clair, avec des objectifs précis de modernisation et de diversification. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, j'espère que ça sera réplicable, j'espère que les politiques vont s'emparer de ces logiques-là, mais pour moi, pour que ce type de montage puisse être à nouveau applicable à d'autres entreprises, et je le souhaite de tout cœur, il faut, à mon avis, s'inscrire dans un contexte qui soit porteur, avec une marque reconnue, avec un fort ancrage territorial et des garanties crédibles pour les investisseurs, j'insiste, des garanties crédibles pour les investisseurs, dans une démarche transparente, Caroline l'a évoqué tout à l'heure, et mobilisatrice. Donc oui, très beau projet, oui, source d'espoir, mais analysons bien, à travers ne serait-ce que le cas pédagogique qu'on a proposé et publié, que ça repose sur plusieurs facteurs qu'il faut bien prendre en considération pour que cette belle histoire puisse se reproduire dans d'autres situations. Donc c'est vraiment au cas par cas, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir prendre un modèle, on dit ça marche, on le duplique partout, mais en fait c'est peut-être reprendre cet esprit, mais par contre adapter et ultra personnaliser en fonction du contexte, de l'historique, et c'est ça, c'est peut-être ces travers qu'il faut qu'on arrive à sortir. Exactement. Est-ce que Et tous les deux… peut-être, Oui, vas-y. pour aller totalement dans ton sens, mais en deux phrases, qu'au-delà de la dimension médiatique, qui semble être le cas aujourd'hui, au-delà de cette réalité émotionnelle, je pense que quand on voit l'interview du dirigeant ou des témoignages de salariés de l'entreprise, on ressent tous une certaine forme de fierté et d'émotion, de bien maîtriser, identifier les facteurs qui ont fait une réussite de cet appel citoyen. Alors pour conclure, tous les deux, si vous deviez résumer l'esprit Duralex en une phrase, et peut-être donner aussi une lueur d'espoir aux jeunes générations qui nous écoutent, parce que c'est eux qui vont prendre le relais derrière, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors moi, si je devais résumer en quelques mots, bah déjà, c'est une formidable aventure humaine, un symbole fort de collectif RH, un projet incroyable et un véritable espoir partagé effectivement pour les futures générations. Et la force du collectif, les valeurs communes, un projet ambitieux qui a été réfléchi, qui a été co-construit, la foi en l'avenir, c'est évidemment essentiel pour assurer la survie des organisations. Et je crois que c'est un message qu'on peut faire passer aux jeunes générations, mais aux moins jeunes aussi. Et pour moi, Duralex, moi aussi, me touche énormément. Et si je devais résumer le Duralex d'aujourd'hui tel qu'il se dessine, c'est pour moi trois choses. La force d'un patrimoine industriel solidement ancré, une gouvernance coopérative innovante et une mobilisation citoyenne collective pour relever ensemble les défis industriels et sociétaux de demain au service des territoires, ça me tient à cœur, et de l'emploi local. Et dernier point, pour répondre à la deuxième partie de ta question, Johan, qui sont nos jeunes, les jeunes en général. Avec Caroline, on a aussi chacun des enfants, donc on est sensible à cette question. Pour les jeunes, pour moi, c'est aussi un signe fort que l'implication citoyenne, tout azimut, et l'entrepreneuriat collectif, c'est aussi une belle notion que peut-être on sera amené à étudier avec Caroline. C'est cette idée d'entrepreneuriat, certes, mais collectif, peuvent ouvrir finalement des perspectives professionnelles stables et porteuses de sens. Je sais que nos jeunes, en fait, sont à la recherche de sens, tout en contribuant à préserver ce beau patrimoine industriel national. Et c'est ça que j'aimerais bien que nos jeunes entendent. Et si ça pouvait être
un vecteur de mobilisation et d'engagement, j'en serais particulièrement heureux. Et moi, je suis très heureux parce qu'on est parti d'une situation difficile, hein, parce que SAC du Ralex a vécu des choses difficiles. Et en fait, on sort par la grande porte avec une lueur d'espoir, une lueur d'optimisme pour notre jeune génération, aussi des idées pour avoir un modèle hybride de, de société sur le plan juridique, humain, sur tous les aspects. Et je trouve qu'au-delà de l'effet médiatique du cas du Ralex, je trouve que c'est un cas d'école et qui donne une belle lueur d'espoir pour la suite. Et j'ai beaucoup apprécié vos analyses à tous les deux. Moi de mon côté, je trouve qu'on est allé très loin et il y a besoin de faire cet exercice, de rentrer dans le fond du sujet. Et ça, c'est très important dans une société où on a tendance à effleurer. Et je vous remercie tous les deux pour votre réflexion et aussi votre engagement dans cette thématique. Merci Johan pour l'invitation. Ouais, merci beaucoup, Johan. C'est au-delà des résultats de nos travaux que ta belle émission puisse être aussi et parfois d'un témoignage social et sociétal et puisse faire valoir des nouveaux modèles alternatifs en termes de développement, créateurs potentiellement d'emplois. Je pense que tu remplis une belle mission et on est vraiment heureux avec Caroline de pouvoir être acteur et participant de cette aventure parce que je pense aussi qu'on a un rôle de transmission et notre analyse et décryptage de ce matin, à mon avis, peuvent fortement y contribuer. Merci à tous les deux. Merci Caroline. Merci Olivier. Je t'en prie, merci aussi, Yann. Et du coup, j'aurai grand plaisir à vous interviewer sur d'autres sujets parce que votre panel est très large et c'est toujours un plaisir de vous interviewer dans cette émission. Ça sera avec grand plaisir en tout cas. Avec plaisir. Et merci. Et puis, je donne rendez-vous aux auditeurs pour de nouveaux interviews, de nouvelles visions, de nouvelles innovations, parce que vous savez que j'aime ça, à la fois pour des interviews, mais aussi pour des épisodes solo, parce que j'aime bien aussi parler de mon prisme de lecture. Et donc, vous allez voir ce mois-ci, vous allez avoir encore plein de belles émissions avec des sujets éclectiques. Donc c'est parfait. Je vous donne rendez-vous à la prochaine et je vous remercie à tous. Merci Caroline, merci Olivier. Très bonne journée encore, à tous. Johan. À bientôt. Merci Johan, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.